Elle se frayait un chemin à travers les soldats, désireuse de porter secours au lieutenant Aaron, mais ses efforts furent stoppés par le capitaine Nouren. Il lui faisait comprendre qu'il était impossible de traverser cette foule de soldats, même en y mettant tout son cœur. Cependant, cela n'avait aucune importance pour elle. Elle refusait catégoriquement de rester inactive, de voir Aaron se faire battre sans rien faire de plus. Le capitaine Nouren tenta de lui expliquer qu'il comprenait son inquiétude, mais agir sans réfléchir ne servirait à rien. Il souligna le fait qu'elle était présente pour les fiançailles avec le dragon pourpre et que c'était une question de temps avant qu'elle ne soit reconnue comme régente. Se précipiter au secours du lieutenant Aaron risquait de compromettre ses efforts envers l'Alliance. Il insista sur le fait qu'Aaron était un soldat compétent et capable de se débrouiller seul. Il lui ordonna alors de rester en place pendant qu'il tentait de s'approcher de la situation critique. La princesse concéda que le capitaine Nouren avait raison. Des souvenirs agréables passés avec le lieutenant Aaron lui revinrent en mémoire. Elle se questionna sur la manière dont les choses avaient pu prendre une telle tournure, lui qui avait toujours été là pour la protéger. Une colère grandissante la submergeait à mesure qu'elle entendait les cris d'encouragement des soldats en faveur du grand maréchal. Inspirant profondément, elle laissa échapper un cri puissant, encourageant Aaron de toutes ses forces. Son cri parvint au lieutenant Aaron, qui puisa dans cette énergie pour se relever et reprendre le combat. Le grand maréchal en profita pour l'attaquer, mais le lieutenant réussit à esquiver de justesse, le faisant chuter. Malgré les enchaînements de réseaux, Aaron parvint à esquiver ses coups et à se positionner derrière son adversaire, prêt à lui asséner un coup, redonnant le sourire à la princesse et surprenant Rena ainsi que tous les autres soldats. Le maréchal Raizo commenta alors à Aaron qu'il ne pensait pas avoir besoin de se battre sérieusement. D'un geste vif, Raizo projeta son bâton de combat vers Aaron avant de se précipiter vers lui les mains vides. Bien que le lieutenant ait réussi à bloquer son attaque avec son propre bâton, Raizo le prit au dépourvu en tirant brusquement sur son bandeau vers l'arrière, le déséquilibrant et provoquant sa chute. Le bandeau d'Aaron fut ensuite piétiné par Raizo, marquant ainsi sa victoire, malgré les rires moqueurs des soldats présents. Tout en félicitant Aaron pour son combat, Raizo lui prodigua quelques conseils, soulignant qu'avec un peu plus d'entraînement, il pourrait le vaincre. Soudain, la proclamation du dragon pourpre résonna, incitant tous les soldats à s'incliner respectueusement devant la majesté. Raizo remarqua une étonnante ressemblance entre la princesse et le dragon azur qu'il avait dû affronter par le passé. Le prince, s'approchant de la princesse, perçut son air tendu et lui demanda ce qui la préoccupait. Bien qu'elle prétendît que tout allait bien, leur conversation fut interrompue par le grand maréchal, qui s'inclina devant le prince. Il expliqua que les circonstances l'avaient contraint à rentrer après plusieurs mois et complimenta la princesse sur sa beauté. Intriguée, elle interrogea le prince sur l'identité de cet homme. Le prince expliqua qu'il s'agissait du grand maréchal, un serviteur des ordres des dragons, tout comme les armées sous son commandement. Il présenta la princesse au grand maréchal, qui, d'un geste respectueux, déposa un baiser sur son poignet en affirmant que le plaisir était tout sien. Une étrange sensation enveloppa la princesse après la révérence du grand maréchal. Le prince intervint immédiatement, rappelant au grand maréchal la présence de la princesse au palais depuis une semaine et exigeant qu'elle soit traitée avec respect, tout comme son entourage. Le grand maréchal s'excusa, justifiant son combat contre le lieutenant Aaron comme une tradition de bienvenue, reconnaissant les compétences du lieutenant tout en comprenant les inquiétudes du prince. Celui-ci souligna les conséquences potentielles d'un combat avec un membre de la garde azur devant leurs hommes. Le grand maréchal ordonna à Rena d'accompagner le lieutenant Aaron chez le docteur pour soigner ses blessures. Rena acquiesça en appelant le maréchal « oncle ». Cette révélation surprit la princesse, apprenant ainsi que le grand maréchal était l'oncle de Rena. Malgré le déclin poli du lieutenant Aaron concernant l'offre, affirmant qu'il allait bien, le grand maréchal insista et demanda à Rena de le tenir informé après les soins. Il se tourna ensuite vers le prince, posant la main sur son épaule, évoquant le temps écoulé depuis leur dernière rencontre.
Il taquina le prince sur sa gestion de la cour malgré son inexpérience, insinuant même que l'impératrice devait être ravie de son prochain couronnement. Il évoqua des rumeurs selon lesquelles l'impératrice n'était pas sortie de ses quartiers depuis plusieurs semaines, suggérant qu'elle devait être occupée. Il exprima le désir, au nom des généraux, d'alléger le fardeau de l'impératrice s'ils étaient informés de ses problèmes, tout en espérant que le prince les éclairerait sur le sujet. Le visage du prince se crispa, trahissant une colère évidente. En réponse, il affirma ignorer également la situation, soulignant qu'il n'avait pas rendu visite à l'impératrice ces derniers jours. La princesse, observant la scène, ressentit quelque chose d'anormal. Elle se souvint des avertissements de Carys sur la nécessité de garder le secret de la maladie de l'impératrice. Elle comprit que le grand maréchal était au courant et qu'il utilisait cette information pour menacer le prince. Le grand maréchal Raizo persista dans ses provocations, testant la patience de la princesse. Il sema le doute sur sa réputation, suggérant que ces hommes se demandaient si la princesse était aussi vicieuse et monstrueuse que la légende le prétendait. Il nota que la vie de la princesse semblait avoir été paisible jusqu'à présent. Continuant sur sa lancée, il évoqua le sentiment effrayant pour un dragon de se retrouver seul dans le repère ennemi. Il souligna l'entêtement et l'orgueil du clan de la princesse, insinuant comment de telles valeurs avaient pu permettre des fiançailles avec un ennemi de longue date, faisant une allusion indirecte au prince. La princesse expliqua qu'elle avait toujours vécu dans la crainte des légendes entourant le dragon pourpre. Selon les rumeurs, le dragon pourpre avait été élevé sur le champ de bataille, un monstre impitoyable se battant aux côtés de ses soldats, sans merci envers ceux qui menaçaient ceux qu'il avait juré de protéger. Elle exprima sa crainte envers un homme de cette nature, capable d'enflammer le cœur de ses alliés tout en touchant celui de ses ennemis. 6 paroles laissèrent tous présents, y compris le prince, sans voix, captivé par sa description du redoutable dragon pourpre. Elle souligna son souci pour les milliers de vies perdues dans les guerres incessantes, évoquant les orphelins, les veuves et les champs transformés en champs de bataille. Exprimant le rêve d'un avenir prospère et sûr pour leurs 2 clans, elle offrit de suivre quiconque l'aiderait à réaliser ce rêve. Se tournant vers le prince, elle déclara que tant qu'ils étaient unis, son peuple le suivrait. La princesse exprima sa joie de régner aux côtés d'un autre dragon, même si ses écailles étaient rouges. Elle ajouta qu'elle le suivrait au bout du monde. Le prince sourit, la soulevant dans un geste qui scellait l'unité naissante entre eux. La princesse rougit, puis demanda au prince de la déposer au sol. En constatant le regard figé de ses soldats, elle interrogea le prince sur la raison de leur curiosité. Interrompant l'entraînement, le prince déclara qu'après la guerre, les soldats seraient autorisés à trouver des épouses. Les soldats acclamèrent les dragons, marquant la fin de l'entraînement. La princesse, toujours dans les bras du prince, repéra le lieutenant Aharon, visiblement affecté par les événements. Le prince la fit descendre, mais elle parut soudainement préoccupée. Interrogée par le prince, elle expliqua qu'elle ne voulait pas le surprendre, mais avait besoin d'un moment pour s'assurer de la santé de son compagnon. Le prince lui donna la permission de s'y rendre, manifestant ainsi sa compréhension et son soutien. Le grand maréchal et le général interrompirent le moment entre le prince et la princesse, sollicitant un entretien sur des affaires importantes. Le prince accepta, laissant la princesse avec un étrange pressentiment. Avant de partir, le grand maréchal remercia la princesse pour son temps et laissa planer la suggestion d'une rencontre dans un futur imminente. Bien qu'elle ne réponde pas verbalement, le regard glacial de la princesse exprima clairement son ressenti. Pendant leur marche, le capitaine Nouren confia à Clove que la journée avait été assez mouvementée, entre le combat d'Aron, la dispute avec le prince et la rencontre avec le grand maréchal. Il ajouta qu'il n'aurait jamais pu imaginer qu'un homme comme Raizo, le maréchal, puisse diriger l'armée pourpre. Il exprima également son désir d'obtenir des explications d'Aron, mais Clove ne comprenait pas l'attitude de celui-ci. Arrivé au palais de la cour, le capitaine Nouren proposa à la princesse 2 choix, rentrer seule ou être accompagnée. La princesse, perplexe, pensait qu'ils iraient tous deux voir l'état de santé du lieutenant Aron. Cependant,
Le capitaine Nouren affirmait qu'il préférait y aller seul, expliquant qu'il n'aimait pas agir ainsi, mais qu'il préférait que la princesse ne s'implique pas. Il ajouta qu'il la tiendrait informée de l'état d'Aaron dès qu'il serait renseigné. Déçue, la princesse entendit son nom, se retourna et aperçut Caris, ravie que la princesse ait retrouvé son cheval. Étonnée, Caris lui demanda pourquoi elle n'était pas avec le prince, alors que ce dernier lui avait dit qu'il venait chercher la princesse. Inquiète, la princesse appela le nom du grand maréchal. Caris comprit immédiatement la situation. Pendant ce temps, le docteur, constatant que la pommade ne suffirait pas à soigner les blessures du lieutenant Aaron, lui fit comprendre qu'il irait en préparer un peu plus. Le lieutenant Aaron, pensif, remarqua la présence du capitaine Nouren qui venait d'entrer dans la pièce et lui demanda des explications. Aaron lui répondit qu'il n'était pas d'humeur à se disputer avec lui et qu'il avait des problèmes bien plus importants. Le capitaine Nouren, furieux, lui demanda s'il voulait saboter cette alliance et pourquoi il se battait contre les soldats pourpres. Soudain, il fut interrompu par la présence de Rena, qui avait entendu la dispute et se mit à se moquer d'eux, les comparant à deux servantes qui se disputaient. Le capitaine Nouren s'enquit de l'identité de Rena. Celle-ci rétorqua qu'elle avait été envoyée par le maréchal en personne pour vérifier l'état de santé du lieutenant Aaron et qu'il devrait être honoré qu'il s'intéresse à lui. Elle leur proposa d'arrêter de crier, soulignant que tout ceci n'était qu'un combat amical après tout. Le capitaine lui répondit que si c'était vraiment amical, le lieutenant Aaron ne serait pas en si mauvais état. Il envoya balader Rena et son oncle Rezo, qu'il traitait de sang-mêlé. Le lieutenant Aaron dit au capitaine que Rezo n'était pas quelqu'un qu'on pouvait envoyer balader si facilement, se rappelant de son combat antérieur. Il expliqua au capitaine que pendant son combat contre le grand maréchal, il avait l'impression que ce dernier pouvait prédire ses mouvements. Ainsi, ils se tournèrent tous les deux vers Rena, et le lieutenant Aaron lui dit que voir un sang-mêlé comme son oncle respecté et à la tête d'une si grande armée pouvait être déconcertant. Il ajouta qu'il n'assumerait pas une telle fonction si ce dernier n'avait pas une certaine notoriété. Rena se retourna et leur dit qu'il pouvait penser ce qu'il voulait, qu'elle avait mieux à faire que de perdre son temps avec eux. Cependant, elle fut arrêtée dans son élan par le lieutenant Aaron qui lui demanda qui était vraiment son oncle. Au même moment, la princesse Clove et Caris discutaient du grand maréchal. Caris expliqua que le maréchal était autrefois un homme bien et un ami fidèle du royaume. Elle ajouta que Rezo avait reçu son titre de grand maréchal grâce à ses nombreuses stratégies et à sa ruse sur les champs de bataille, menant ses troupes à d'innombrables victoires. Caris expliqua que, à cause de la maladie de l'impératrice, celle-ci avait sollicité davantage l'aide du grand maréchal. Elle ajouta que le prince Kiro était trop jeune à l'époque. L'impératrice pensait que le maréchal agirait pour le bien du royaume, mais elle fut étonnée quand elle apprit que Rezo avait remplacé les dirigeants autrefois respectés par tous par un cercle fermé composé d'hommes prêts à suivre ses ordres sans se poser de questions. Il avait mis en œuvre plusieurs stratégies pour contrôler le prince dès son plus jeune âge et châtier tous ceux qui tentaient de s'interposer contre lui. La princesse, réfléchissant à ce qu'ils avaient dû endurer, exprima à Caris que cela devait être difficile pour eux, en particulier pour le prince. Caris confirma que c'était le cas, mais que la situation s'était améliorée grâce à une personne influente de son côté, prête à aider le prince à retrouver son statut. Il souligna que cette personne était la princesse et la supplia de lui venir en aide. La princesse promit de faire de son mieux. Ainsi, pendant que le maréchal jouait avec son faucon, le prince lui rappela qu'il l'avait appelé pour discuter et non pour lui faire perdre son temps. Le grand maréchal informa le prince qu'il était au courant du déclin de la santé de l'impératrice. Il considérait comme positif que cette situation soit traitée de manière discrète, évitant ainsi des conséquences indésirables en cas de révélation publique. Le prince, agacé, demanda combien de temps Rezo comptait le menacer. Il répondit qu'il se préoccupait uniquement de la santé de l'impératrice. Il poursuivit en questionnant le prince sur sa conviction réelle de pouvoir former une alliance avec la princesse. Le grand maréchal admit que, bien que la princesse soit compétente pour s'occuper des roturiers, elle manquait d'expérience et n'était pas digne de confiance selon lui. Le prince esquissa un sourire ironique et lui demanda si c'était la raison pour laquelle ses généraux
avait intégré la princesse dans un conseil de guerre sans son consentement. Il interrogea également Réseau sur l'envoi régulier de Rhéna pour l'espionner. Le prince souligna à Réseau de ne pas s'inquiéter inutilement et qu'il accorderait sa confiance à la princesse quand le moment serait venu pour elle de diriger le royaume à ses côtés. Réseau souligna l'importance du mot « confiance » en utilisant son faucon comme exemple. Il expliqua que même si son faucon était capable de déchirer la chair en quelques secondes, il était aussi doux qu'une colombe lorsqu'il se reposait sur ses mains. Il mentionna que son faucon aurait pu s'envoler loin vers sa demeure natale, mais il préférait rester avec lui et chasser. Il ajouta que, malheureusement pour le prince, les dragons et les corbeaux ne se ressemblaient pas et que la princesse était suffisamment intelligente pour relier les pièces tôt ou tard. Réseau conclut en espérant que le prince serait prêt lorsque la princesse se retournerait contre lui. Après ces mots, Réseau s'en alla, laissant le prince profondément pensif. Plongée dans un rêve, elle étendit la main, tentant de rattraper l'image de sa défunte mère. Des larmes coulèrent tandis qu'elle se remémorait sa présence. À son réveil, elle fouilla dans ses affaires et découvrit un précieux souvenir, une épingle à cheveux appartenant à sa mère. En sortant, elle remarqua que le palais subissait une transformation progressive. Sa servante lui expliqua que la préparation d'un mariage d'une telle envergure était un événement rare, exigeant une perfection absolue. Elle ajouta que tout le monde dans le palais attendait avec impatience l'union de la princesse avec le prince. Cependant, elle souligna aussi que certaines femmes du royaume verraient leur cœur brisé en la voyant épouser le prince. La princesse, souriante, répliqua que ces femmes ne seraient pas les seules à exprimer leur désapprobation en jetant un regard significatif vers les généraux qui la fixaient avec froideur. La servante conseilla à la princesse de ne pas accorder d'importance à ces individus démunis et souligna que personne n'était aussi enthousiaste que le prince lui-même. En remarquant que la princesse rougissait dès qu'elle mentionnait le nom du prince, la servante supposa que les sentiments de la princesse étaient partagés. Gênée, la princesse le nia d'abord, puis avoua qu'elle était simplement heureuse que la guerre soit terminée, se remémorant la scène où le prince l'avait prise dans ses bras. Soudain, elles furent interrompues par les cris et les pleurs d'une autre servante qui était fouettée par Rhéna pour s'être mal adressée à un général de haut rang. La servante, en larmes, expliqua à la qu'elle était au palais depuis à peine une semaine et n'avait pas encore assimilé toutes les règles. Elle assurait à la dirigeante Rhéna qu'elle ne voulait en aucun cas l'offenser. Cependant, Rhéna, toujours en colère, lança son fouet une fois de plus pour la frapper, mais fut attrapée par la princesse. Cette dernière lui fit comprendre que ses servantes n'étaient pas là pour subir de tels sévices. Rhéna répliqua en disant à la princesse qu'elle n'avait aucune autorité sur elle et qu'elle était libre de châtier et fouetter les vermines qui ne s'adressaient pas correctement à elle. La princesse, furieuse à son tour, lui rappela que ce n'était pas une requête, mais plutôt un ordre. Elle menaça Rhéna en lui disant qu'elle prendrait la place de la servante si elle ne parvenait pas à s'adresser à elle correctement, en utilisant son titre et en montrant le respect qui lui était dû. Pendant qu'une tension électrique s'installait entre les deux femmes, Réseau, le grand maréchal, intervint en leur disant qu'il ne fallait pas s'emporter pour si peu, rappelant qu'il avait un mariage à célébrer bientôt. Il informa Rhéna que les autres généraux et elle avaient été appelés pour une réunion et qu'elle devrait s'y rendre immédiatement. Rhéna fit révérence à son oncle, puis s'éclipsa. Ainsi, Réseau s'excusa auprès de la princesse pour le manque de retenue de sa nièce malgré toutes ses compétences en tant que général. Il se tourna vers la servante qui pleurait encore et lui demanda si elle venait d'une ville éloignée. Il fut interrompu par la princesse qui lui dit de la laisser tranquille, ajoutant qu'elle ne méritait pas un si mauvais traitement, peu importe d'où elle venait. La princesse ordonna aux autres servantes de l'accompagner pour faire soigner ses blessures et lui dit de se reposer ensuite. La servante en larmes salua la clémence et la gentillesse de la princesse Clove, puis fut accompagnée par les autres servantes. Pendant ce temps, Réseau salua la loyauté de la princesse, soulignant qu'elle ne faisait aucune distinction entre les peuples de leurs clans différents et qu'il comprenait pourquoi son peuple tenait tant à la protéger. La princesse lui répondit qu'elle pensait ne pas être la seule à ne pas faire de distinction parmi les peuples de leur clan.
Elle souligna que, malgré le fait que le grand maréchal ait du sang céruléen, il avait bâti sa carrière en dirigeant des soldats qui ternissent ses terres. Elle affirmait que Réseau n'avait pas dû recevoir son titre en se contentant de suivre les ordres. Le maréchal esquissa un sourire et d'un ton sarcastique lui dit qu'elle pensait avoir tout compris à cette guerre et que pour sa part, il lui était impossible de comprendre. Elle, qui avait toute sa vie, était confinée au sein de son royaume et protégée contre les maux de leur monde. Pendant que la pluie tombait, Réseau souligna à la princesse ce que représentait la guerre pour les personnes qu'elle défendait, croyant qu'elle les connaissait. Il lui raconta une histoire poignante d'une paysanne du même âge qu'elle, qui avait vu son village détruit, sa famille massacrée par la guerre et qui avait été utilisée comme bon leur semblait par les soldats de la garde azurée. La princesse était à la fois étonnée et attristée après avoir entendu son récit. Réseau fixa la princesse et lui dit qu'il était le fruit de cette guerre. Ainsi, il s'en alla, laissant la princesse figée et pensive. Reconnaissant l'épingle de la mère de la princesse, Réseau lui avoua qu'elle lui allait bien et que sa mère devrait être fière d'elle. Après ces derniers mots, le tonnerre gronda et Clove resta figé sous la pluie, incapable de bouger. Pendant ce temps, le prince Quiro, en train d'essayer des tissus proposés par son valet pour la cérémonie, trouvait cette activité comme une perte de temps. Le serviteur lui rappela que son mariage était dans quelques jours et qu'il devait impressionner la princesse par son habillement. Le valet se plaignait du mauvais temps qui ne favorisait pas l'organisation des préparatifs pour le mariage. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement et la princesse Clove débarqua toute trempée par la pluie. Surpris par sa venue, le prince ordonna à quelqu'un d'aller chercher une serviette pour la couvrir. Le valet du prince souligna que ce n'était pas convenable que les mariés se voient à quelques jours des cérémonies, mais le prince leur demanda tous de le laisser. Ainsi, la princesse lui fit part de son intention de lui parler. Pendant que la pluie continuait de faire rage à l'extérieur, la princesse s'excusait d'avoir fait irruption dans la chambre du prince. Elle expliqua qu'elle ne savait pas vers qui se tourner et pensait qu'il pourrait en savoir plus sur certaines choses. Le prince, rougissant légèrement, jeta un regard au petit et prit la couverture, la couvrant délicatement. Il se rapprocha d'elle, lui faisant remarquer que même les servantes avaient plus de bon sens qu'elle lorsqu'il s'agissait de sortir par ce temps. Il ajouta que la dernière chose qu'il voudrait serait de la voir malade en ce moment. Le prince prit la main de la princesse et lui demanda si elle se sentait au chaud. Rougissant, elle répondit par l'affirmative. Alors qu'ils échangeaient des regards, le prince remarqua la présence du petit serviteur toujours présent. En colère, il ordonna au serviteur de disposer, mais la princesse refusa, expliquant que Yoon, le petit serviteur, avait été son premier ami à son arrivée au palais. La princesse demanda ensuite au prince s'il avait pu s'entretenir avec sa mère, l'impératrice. Il répondit par la négative, ajoutant qu'il ne pouvait pas oublier aussi facilement tout ce qui s'était passé durant toutes ces années et que la situation était compliquée. La princesse sermonna le prince en lui disant que rien n'était si compliqué et que malgré ses erreurs, sa mère souhaitait tout de même se réconcilier avec lui. Elle ajouta que tout ce qu'il avait à faire était de trouver la force de pardonner sa mère. Le prince soupira et lui demanda si elle voulait parler d'autre chose que de le sermonner par rapport à son comportement envers sa mère. La princesse répondit par l'affirmative, ajoutant qu'elle voulait discuter du grand maréchal, qu'elle l'avait rencontré plus tôt et qu'elle pensait qu'il en savait quelque chose au sujet de sa mère. Le prince l'interrompit, évoquant le fait que Rena était aussi une manipulatrice ayant tout appris chez son oncle. Il souligna que plus la princesse accordait d'importance aux propos du grand maréchal, plus elle serait contrôlée. La princesse insista en affirmant que le prince ne comprenait pas. Elle souligna que Réseau, le grand maréchal, avait reconnu l'épingle à cheveux de sa mère, et cela ne pouvait être une coïncidence. La princesse confia au prince que la dernière fois qu'elle était avec sa mère, elles voyagèrent secrètement à travers un passage dans le nord du continent où elles tombèrent dans une embuscade et furent séparées. Elle ajouta que le corps de sa mère avait été retrouvé plus tard et personne n'avait su ce qui s'était réellement passé jusqu'à maintenant. Elle pensait que le grand maréchal était là. Le prince lui demanda pourquoi elle était dans le nord du continent. La princesse tressaillit
et demanda au prince ce qu'il savait à ce sujet et ne lui disait pas. Le prince, restant silencieux un moment, répondit finalement qu'elle accordait trop d'importance aux propos de Raizo. Il lui dit que le dernier dragon tué au combat était son frère. Le prince ajouta que, d'aussi loin qu'il se souvienne, aucun rapport n'avait indiqué que Raizo avait terrassé un dragon azur. Il souligna que si Raizo l'avait fait, il s'en serait vanté et serait rentré en héros. Le prince affirmait que, contrairement à ce que la princesse pensait, sa mère n'avait pas été tuée sur le champ de bataille. La princesse insistait en disant qu'elles avaient été pourchassées par des soldats, entraînant la séparation entre elle et sa mère et conduisant à la mort de cette dernière. Le prince lui demanda alors si une épingle à cheveux était la seule preuve dont elle disposait. Le prince, ne voulant pas en dire plus, ajouta qu'il ne pensait pas que la princesse était aussi naïve pour croire tout ce que le maréchal lui avait dit. La princesse, déçue de ne pas avoir obtenu des réponses claires, s'excusa pour le dérangement et lui dit qu'il était clair qu'une affaire aussi triviale ne le préoccupait pas vraiment. Alors qu'elle s'en allait, elle jeta un dernier regard au prince. Ainsi, le prince demanda à Yoon de suivre la princesse et de rester à ses côtés, affirmant qu'elle pourrait avoir besoin de son aide. Pendant ce temps, dans les écuries, le capitaine Nouren et le lieutenant Aaron se demandaient quand cette pluie allait cesser. Aaron demanda des nouvelles de la princesse Clove, et le capitaine Nouren lui répondit qu'elle était avec le prince. Il lui demanda s'il voulait savoir autre chose, mais le lieutenant Aaron resta silencieux. Le capitaine Nouren, prêt à partir, lui proposa alors de se joindre aux autres soldats pour un entraînement. Tout en caressant le cheval de la princesse, le lieutenant Aaron exprima son sentiment d'impuissance, affirmant qu'il ne méritait pas d'être enfermé ici. Il se questionna sur le but de s'entraîner s'il ne pouvait pas se rendre utile. Soudain, le cheval fut surpris de voir la princesse au beau milieu de la pluie, appelant le lieutenant Aaron. Elle s'excusa auprès de ce dernier, avouant qu'elle était consciente que sa présence pourrait causer des ennuis, mais qu'elle ne savait plus en qui avoir confiance. Elle s'excusa également de ne pas avoir dit un mot pendant qu'il se battait, bien qu'elle aurait dû le protéger. Cependant, le lieutenant Aaron se retourna soudainement et l'enlaça. Il lui chuchota qu'elle n'avait nul besoin de s'excuser et qu'il souhaitait simplement rester ainsi. Le prince se rendit dans les quartiers de l'impératrice, mais sa servante personnelle expliqua que l'impératrice ne voulait voir personne. Malgré cela, le prince entendit sa mère tousser et insista pour la voir. La servante, contrariée, se hâta de dire aux visiteurs que l'impératrice n'était pas en état de recevoir des visiteurs. Cependant, elle fut surprise de voir le prince devant elle. Il ordonna à la servante de les laisser seuls et celle-ci acquiesça. L'impératrice demanda au prince de sortir, ne voulant pas être vue dans cet état. Elle le traita de sale morveux, lui demandant pourquoi il n'écoutait jamais ce qu'elle disait. Les larmes aux yeux, elle se demanda comment le prince pouvait venir vers elle après tout ce qu'elle lui avait fait subir à son propre fils. Le prince la prit dans ses bras, lui assurant qu'il était là et que tout irait bien. Pendant ce temps, et la princesse exprima au lieutenant Aaron sa satisfaction de le voir en bonne santé. Aaron lui demanda comment tout se passait entre elle et le prince. Elle expliqua que depuis l'apparition du grand maréchal, le prince semblait différent. Elle avait cru qu'ils avaient déjà tourné la page, mais elle constata que le prince était encore plus tendu qu'auparavant, prenant davantage ses distances malgré ses tentatives de rapprochement. Elle supposa que tout cela était lié à Raizo et qu'il en savait plus sur sa mère. Aaron rétorqua que le grand maréchal se battait comme un serpent, et il ne serait pas étonné s'il en était un. Cependant, il admit que tous les soldats le respectaient. Malgré sa défaite contre lui, Raizo lui avait dit des paroles encourageantes au lieu de le ridiculiser. Constatant que la princesse essayait d'arracher la couverture à Zéphyr, que lui avait offerte le prince, Aaron esquissa un sourire avouant que cela lui avait manqué de la voir ainsi. La princesse, gênée, rougit. Le lieutenant Aaron ajouta que le capitaine Nouren avait peut-être raison de les tenir à l'écart l'un de l'autre, mais la princesse lui demanda ce que cela voulait dire. Aaron lui disait qu'il ne cessait de penser à elle depuis la nuit de leur rapprochement. La princesse, rougissant, lui disait que c'est parce qu'ils étaient tous les deux vulnérables,
Mais Aaron, se rapprochant de la princesse, lui caressa légèrement le visage et lui disait que c'était plus que ça. Pendant qu'ils s'échangeaient des regards, ils furent soudainement interrompus par une servante qui appela la princesse. Elle se rappela que c'était la servante qui s'était faite maltraiter un peu plus tôt par Rena. La princesse demanda à la servante si elle allait bien et si elle avait pu examiner ses blessures. La servante répondit par l'affirmative, ajoutant qu'elle était là parce que le prince souhaitait s'entretenir avec elle de toute urgence et qu'elle devrait le rejoindre au plus vite. Le lieutenant Aaron lui proposa d'y aller ensemble, soulignant que la princesse lui avait fait part de ses inquiétudes à propos du prince. Cependant, la princesse Clove rassura Aaron en lui avouant que ce n'était qu'une simple dispute et qu'il n'y avait pas besoin de s'inquiéter. Elle ajouta que malgré le fait que le prince puisse paraître distant et dur, il souhaitait également le succès de cette alliance. Pendant qu'elle s'en allait, le petit Yoon était caché derrière un pilier, les observant. Alors qu'elle marchait, la princesse pensait qu'elle n'avait pas été très courtoise avec le prince et que ce dernier pourrait sûrement lui en apprendre davantage sur ce qui était arrivé à sa mère défunte. Constatant qu'elle marchait depuis un long moment, la princesse ressentit un mauvais pressentiment et se demanda pourquoi elle n'était jamais venue de ce côté du palais. N'apercevant aucun garde, elle se demanda si le prince l'avait réellement convoquée ici. Elle savait que le prince préférait la discrétion, mais il ne l'aurait pas appelée dans un endroit aussi désert sans raison apparente. Soudain, la princesse se rappela que le grand maréchal s'était adressé à la servante en lui demandant d'où elle venait, éveillant un soupçon. Elle suspecta quelque chose de louche et demanda à la servante où elles étaient. La servante lui rétorqua que le prince était droit devant, mais la princesse lui dit que le prince n'était pas du genre à se cacher derrière des statues. Elle commença à interroger la servante sur son identité, avouant qu'elle ne se sentait plus en sécurité. Elle annonça son intention de se retourner et d'alerter les gardes une fois de retour au palais. Soudain, elle remarqua la présence de 2 individus derrière elle et se retourna rapidement. Elle constata qu'il s'agissait d'assassins portant des masques et armés d'épées, manifestement déterminés à s'en prendre à elle. Les individus masqués esquissaient des sourires, tout comme la servante.